Un discours du trône pour freiner les budgets bénéficiaires. Disparition de Donna O'Reilly, la famille demande de l'aide aux citoyens. Et fin des transactions pour la Ligue nationale de hockey. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le discours du trône a été prononcé cet après-midi à Ottawa. Il vise principalement à réduire les dépenses gouvernementales afin de rétablir l'équilibre budgétaire. L'opposition s'est toutefois montrée défavorable à de telles mesures, des propos peu surprenants et recyclés selon les néo-démocrates. Le chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff, lui, a qualifié le discours de régurgitatif. Les détails économiques du discours du trône un peu plus tard au téléjournal. Le budget fédéral sera déposé demain midi et les gouvernements provinciaux de l'Atlantique attendent impatiemment de voir ce que le ministre des Finances, Jim Flaherty, leur réserve. Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Greg Byrne, souhaite éviter à tout prix d'autres coupures dans la péréquation. Il souhaite également que le ministre Flaherty continue de financer certains programmes afin de stimuler l'économie et en permettant la création d'emplois. Selon Jim Flaherty, les provinces n'auront pas à avoir à payer pour restaurer le déséquilibre budgétaire. Et des policiers de Moncton sont activement à la recherche de Donna O'Reilly, une mère de famille de 54 ans. Madame O'Reilly a été vue pour la dernière fois vers 20 h vendredi dernier, alors qu'elle quittait son bureau du centre commercial Highfield Square. Le véhicule de la femme a été retrouvé dans le stationnement du centre commercial, là où elle l'avait laissé un peu plus tôt dans la journée. La famille et les proches sont convaincus qu'il s'agit d'un enlèvement et lancent un appel à l'aide à la communauté. Quiconque qui aurait des informations ou qui sont passés dans le centre commercial Highfield vendredi soir de 18 h à 21 h sont priés de contacter les autorités. Dans le cadre de notre série de reportages sur la pauvreté étudiante, ce soir, nous jetons un regard sur l'Université d'Ottawa. À l'automne dernier, on apprenait que l'Ontario est devenu la province où les frais de scolarité sont les plus élevés au pays, avec près de 6 000 $ à débourser annuellement. Un reportage de Geneviève Boudreau-Donne. Voilà à quoi peuvent ressembler les fins de mois pour les étudiants universitaires. Frais de scolarité, loyer, nourriture, l'argent s'envole rapidement. C'est pourquoi la Banque alimentaire de l'Université d'Ottawa est devenue une nécessité pour plusieurs. Et souvent, on a une grosse vague de personnes qui viennent à Banque alimentaire en septembre, en janvier, tout de suite après avoir payé leurs frais de scolarité parce qu'il leur reste plus une scène pour acheter de la nourriture. C'est le cas de Sarah, qui bénéficie des services de la Banque alimentaire depuis plusieurs mois. Moi, je travaille par exemple pour 6 mois pour ramasser l'argent pour mes frais de scolarité, mais ça, c'est juste pour mes frais de scolarité. Depuis 2009, l'Ontario est devenu la province canadienne où les frais de scolarité sont les plus élevés. Les étudiants déboursent en moyenne 5 950 $ par année, près de 3 fois plus que leurs voisins québécois. Une gestion serrée du budget s'impose. Il faut que je travaille 2 emplois à temps partiel pour pouvoir arriver. Oui, parfois, il faut que je coupe dans l'alimentation, là, comme, mettons, manger une pomme au lieu d'un repas, tu sais, ça arrive souvent. Je vais faire mon épicerie à chaque fois que j'ai mes pré-bourses, puis j'essaie de cuisiner moi-même. Bien que les étudiants soient conscients que les repas préparés à la maison sont synonymes d'économie, la cafétéria demeure une option très populaire. Mais ils n'y font pas toujours les choix les plus sains. La pauvreté est vraiment un facteur très important. Si on va regarder les prix, par exemple, à l'épicerie, une salade toute faite, ça va coûter 5-6 $, alors qu'on pourrait se nourrir en pizza ou en dog pour la même somme et se sentir rassasié. Ce ne sera pas le cas avec que de la salade. Chaque sou compte, et c'est souvent l'alimentation qui écope. Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 6,2 milliards sur 5 ans pour améliorer l'accès aux études postsecondaires. Alors que le budget quinquennal arrive cette année à échéance, il est pertinent de se demander si l'argent sera vraiment bénéficié aux étudiants qui, malgré les milliards investis, peinent à subvenir à leurs besoins. Geneviève Boudreau-Donne à l'Université d'Ottawa. Geneviève, on voyait la Banque alimentaire, la demande est de plus en plus forte, non? En effet, Delphine, depuis son ouverture en 2006, la clientèle de la Banque alimentaire est en constante augmentation. 3 fois plus d'étudiants se sont dirigés vers la Banque alimentaire dès la rentrée cet automne, comparativement en 2008. C'est en moyenne 300 étudiants par mois qui se rendent à la Banque alimentaire pour utiliser les services. Et c'est quand même un petit organisme. Est-ce que la Banque alimentaire réussit à combler cette demande-là? Non. Même avec les visites limitées à une seule par mois et les portions raffinées, il arrive très souvent que dès le lendemain d'un approvisionnement de denrées, les tablettes soient déjà vides.
Si la clientèle continue d'augmenter à ce rythme, la Banque alimentaire de l'Université d'Ottawa devra sans doute revoir ses mesures d'aide face aux étudiants. Merci beaucoup, Geneviève. Nous vous parlions en début de bulletin du discours du trône présenté plus tôt ce soir. Isabelle Larose, l'aspect économique était l'élément central du message. Tout à fait, Delphine. Il a surtout été question de fiscalité et de budget dans le discours prononcé par Michaël Jean. Le gouvernement fédéral souhaite limiter les dépenses dans le but de s'attaquer au déficit budgétaire de plus de 55 milliards prévu en 2009-2010. Comment faire pour couper? Ottawa veut tout d'abord restreindre les dépenses dans les programmes fédéraux. La fonction publique montrera l'exemple avec un gel de salaire pour les fonctionnaires, les ministres ainsi que le premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe là, en ce qui concerne les mesures pour la reprise économique? En fait, le gouvernement mènera à terme la deuxième année du plan de relance économique. Le fédéral veut notamment assouplir les normes pour les investissements étrangers dans les secteurs d'activité clés comme les satellites, l'industrie d'uranium et la télécommunication. Ottawa mise aussi sur l'innovation pour créer de l'emploi, notamment dans le domaine de l'économie numérique. Michaël Jean a aussi mentionné que les mesures prévues dans le plan d'action économique du Canada devraient prendre fin graduellement d'ici le 31 mars 2011, à mesure que l'activité économique reprendra. Et là, la grande question, le dépôt du budget demain, est-ce que le budget laisserait entrevoir des hausses de taxes? Non, le gouvernement mise principalement sur les coupes dans les dépenses pour rétablir l'équilibre budgétaire. La gouverneure générale a parlé du taux d'imposition bas au Canada qui attire les investisseurs d'étrangers à venir au pays. Et en terminant, les indices boursiers, une journée plutôt tranquille sur les marchés? Effectivement, la plupart des indices ont connu une modeste augmentation. L'indice S&P TSX du parquet torontois a clôturé la séance avec une légère hausse de 24 points. Le S&P 500 a également connu une minime progression. Quant au dollar, il a clôturé à son plus haut niveau depuis la mi-janvier à 96,9 cents américains. Le UR a toutefois perdu quelques plumes face à l'euro en terminant à 70,73 $. Finalement, le prix du baril de pétrole clôture à la hausse à 80,87 $, alors que l'or a gagné près de 6 $ l'once. Merci Isabelle. Je vais rejoindre mon collègue Alexandre Lequin-Doré. Alexandre, c'est une journée importante pour les fans du hockey. C'est aujourd'hui la date butoir des échanges dans la Ligue nationale de hockey. En effet, Delphine, les directeurs généraux avaient jusqu'à 16 h cet après-midi pour effectuer leurs dernières transactions en vue des prochaines séries éliminatoires. Toutefois, très peu de joueurs d'impact ont changé de formation. À noter que les transactions les plus attendues de la saison avaient déjà été effectuées quelques semaines avant cette date butoir. Parmi celles-ci, on y trouvait des transactions avec Ilya Kovalchuk, l'ancien joueur des Trashers d'Atlanta, qui aujourd'hui porte fièrement sûrement, bref, l'uniforme des Devils du New Jersey, et le défenseur Dion Phaneuf, qui est rendu maintenant avec les Maple Leafs de Toronto. Mais il y a tout de même des équipes ce soir qui ont fait des gains importants. Oui, tout à fait. Un des plus gros coups de la journée a été réalisé par les Coyotes de Phoenix. Ils ont acquis les services de Wojtek Wolski. En échange, ils ont cédé Peter Mueller à l'Avalanche du Colorado. De plus, Rafi Torres fait maintenant partie des Sabres de Buffalo et Alexei Ponikarovsky est maintenant pour les Pingouins de Pittsburgh. Et Matt D'Agostini qui rejoint les rangs des Blues de Saint-Louis? Oui, Matt D'Agostini qui aujourd'hui enlève son chandail du Canadien de Montréal pour pouvoir porter celui des Blues de Saint-Louis. En retour, le Canadien reçoit Aaron Paluchai. Et selon les experts de Saint-Louis, Aaron Paluchai s'avère un meilleur joueur d'attaque que Matt D'Agostini. Et on revient sur la scène locale, la Ligue hockey junior majeure du Québec qui disputait 2 matchs ce soir. Oui, seulement 2 parties ont été représentées dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec ce soir. Parmi celles-ci, on y trouvait 2 formations de l'Atlantique qui s'affrontaient, les Sea Dogs de Saint-John et le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Ces derniers l'ont remporté par la marque de 3-1 face à la première puissance du circuit Courteau. Du côté du Québec, le Drakkar de Bécomo a gagné 5-1 face à l'Océanique de Rimouski.
Merci, Alexandre. Je vous en prie. Alors voilà, c'était l'essentiel de vos informations. Soyez des nôtres demain pour connaître tous les détails sur le dépôt du budget fédéral. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres.